Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Alors, on parle beaucoup de formation en ligne, de contenu, de stratégie, mais on parle encore trop peu de l'expérience que vivent vraiment les apprenants. Mon invité du jour, Emmanuelle Patry, tout comme nous chez Press Effect, a fait de cette expérience une priorité. Ancienne étudiante en philo, passionnée de transmission, elle a fondé Social Media Lab avec un objectif clair, créer des formations engageantes, puissantes et profondément humaines pour les community managers et les créateurs de contenu. Dernièrement, elle a organisé le plus grand sommet francophone pour community managers, structuré une méthode pédagogique bien rodée et mis en place un système hybride entre evergreen et lancement. Mais derrière cette organisation béton, il y a une conviction forte, former, c'est prendre soin. Aujourd'hui, elle vient nous partager les coulisses de son système, comment elle crée de l'engagement sans artifice et pourquoi l'expérience d'apprentissage compte plus que tout. Emmanuel, bienvenue dans le jeu du web. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup Ornella et merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est très sympa. Avec grand plaisir. Alors, Emmanuel, avant de parler d'organisation, d'onboarding ou encore de stratégie, on va remonter un petit peu à la source. Tu viens du monde de la philo et aujourd'hui tu vis au bord de mer. Qu'est-ce que cette évolution raconte de ton parcours et de ce que tu as construit avec ta société, le Social Media Lab? Alors effectivement, moi je viens d'un parcours universitaire parce que je suis une ancienne élève de l'école normale supérieure, donc aussi d'un parcours d'enseignement où j'ai effectivement étudié la philo qui m'a passionnée pendant de nombreuses années parce que ça m'a permis de comprendre le monde, de comprendre aussi les émotions que je traversais, arriver à structurer aussi des choses complexes. Donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, y compris pour structurer du savoir. Et je suis une passionnée d'enseignement. Donc à la base, c'est vraiment ça. Mais le monde universitaire me convenait pas forcément pour être enseignante. Je voyais pas trop comment je pouvais évoluer dans ce monde-là et comment je pouvais apporter ma propre pédagogie. Donc je suis allée dans le monde des médias, en fait. Là où je me suis dit que je pouvais structurer des connaissances de manière plus fun, plus engageante, plus, en tout cas plus moderne et plus innovante. Et en fait, j'ai commencé en fait mon expérience d'enseignante dans les médias où j'ai été beaucoup, j'étais community manager, mais j'étais aussi formatrice réseaux sociaux et les réseaux sociaux ont été une porte d'entrée pour moi pour enseigner en fait dans ce monde-là. Ok, Voilà. intéressant. Donc en fait, par exemple, quand il y a eu le début de Twitter, de X, il s'agissait vraiment de former tous les journalistes. C'était entre 2012 et 2015. J'ai formé les journalistes à ces usages-là, à faire aussi de la vidéo sur le terrain. Donc en fait, je les ai vraiment aidés à mettre en place tout ça. C'était à Europe 1 à l'époque. Ensuite, j'ai fait le même travail chez M6 où je travaille aussi avec des créateurs de contenu. Et il y avait un gros travail d'évangélisation interne en fait du digital et des réseaux sociaux. Donc je participais beaucoup à ça. Par exemple, je faisais beaucoup de comités qu'on Mhm. appelait de copilotage où je présentais des use cases, des choses qu'on faisait. Donc finalement, l'enseignement a toujours fait partie de mon parcours et j'ai créé Social Media Lab il y a quelques années avec vraiment une volonté d'aider à professionnaliser les réseaux sociaux. C'était vraiment une mission très large et très globale. Donc quand j'ai eu cette idée-là, les gens m'ont dit mais c'est trop large, c'est impossible, etc. Mais finalement, le projet est devenu réalité parce que j'ai commencé à accompagner les entreprises et ensuite à accompagner des community managers pour que ces community managers-là fassent le travail pour moi. Ok, et je crois savoir que ça fonctionne très bien. On va en Oui, parler un c'est petit ça. peu plus en Ouais. détail. Bah, c'est chouette en tout cas. Et est-ce qu'il y a une idée reçue justement que tu aimerais casser sur toi ou sur ton métier de formatrice dans le digital? Oui, alors sur la formation, je pense qu'il y a beaucoup l'idée reçue que, en particulier quand on a une partie en ligne, que ça va être que des vidéos et que les gens vont être tout seuls et livrés à eux-mêmes devant leur écran. Et ça, je pense que c'est une énorme idée reçue. En tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Au contraire, c'est quelque chose de très humain. Et le côté en ligne permet justement de le rendre accessible à un maximum de personnes, où qu'elles soient. Mais c'est la seule raison pour laquelle on le fait, hein. C'est pas pour ne pas s'occuper de nos apprenants.
Yes, et ça nous fait une très belle transition avec la suite parce que là, on va parler de ressenti, d'émotion, de prendre soin avec le côté care. On va se placer dans la perception plutôt du côté élève, si je puis dire, ce qu'il vit au quotidien dans ta formation. Je sais qu'on en avait parlé en pré-interview, tu fais pas mal de choses en matière de gamification et d'expérience apprenante. Tu en parles encore très peu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en place pour rendre tes parcours vivants, motivants et engageants? Exactement. En fait, c'est vrai que on a remarqué en fait que ça se travaille même en amont des formations. C'est pour ça que pour des raisons de marketing mais aussi pédagogiques, je fais toujours des petits événements pour les personnes qui vont rentrer dans ma formation, y compris des événements prospects. Donc moi, je fais depuis des années déjà des challenges. Je fais des ateliers super interactifs. Là, j'en fais un la semaine prochaine qui s'appelle Secret de Community Manager, qui sont des ateliers gratuits. Mais je sais que les personnes qui font en fait ces événements-là quand elles vont rentrer dans la formation déjà très dynamique et déjà orientée vers le passage à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces contenus-là, on va leur donner des exercices à faire, on va leur donner des astuces très très concrètes, très terrain, qu'elles ne vont pas forcément trouver ailleurs, qu'elles ne peuvent pas trouver sur ChatGPT, enfin vraiment des choses que nous, on sait parce que c'est l'expérience que nous apprenons. Mhm. Donc, on transmet beaucoup en fait ce qu'ont fait nos élèves. Donc, ça, c'est vraiment une des clés de succès aussi qu'on a dans le savoir, c'est qu'on leur dit effectivement, ouais, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, voilà ce qu'a fait tel élève, etc. Parce que telle apprenante, parce que ça leur permet vraiment de se projeter. Et après, au début du parcours, ils commencent toujours, et ça, c'est un point clé, je dirais pas de gamification, mais de personnalisation du parcours, et c'est déjà une première clé, où ils ont un point individuel, en fait, qui Mhm. est très structuré. Ils répondent à un questionnaire, ils ont un point individuel, mais ça permet vraiment en fait de personnaliser. Voilà, ça nous prend un peu de temps, mais ça permet de personnaliser en fait les 4 mois pour eux et d'avoir vraiment et de leur proposer du contenu adéquat. On ne le fait pas en automatique parce qu'on pense en fait justement que c'est l'occasion de vraiment faire le point sur leur projet. Et après, en termes de gamification et de jeux dans la formation, on a un rendez-vous tous les lundis matins, qui est un rendez-vous live qui s'appelle le Ok. Power Monday et qui est inspiré d'événements que je faisais sur Instagram où le but c'est vraiment de les motiver, de les challenger et en fait à chaque fois il y a un petit exercice à faire. Donc c'est souvent, la semaine dernière il y a eu par exemple un challenge de prospection où ils devaient prospecter des clients en CM avec un système de points. Et en fait, ceux qui contactaient le plus de personnes avaient gagné des petits cadeaux. Donc, on fait ça ou des points individuels avec les formateurs. C'est chouette. Donc, on fait ça toutes les semaines. Donc, il y a des petits challenges ou des jeux toutes les semaines en live, en fait. Ok, et c'est chouette, c'est très très chouette. Mais justement, parce qu'on en parlait aussi du care dans ton modèle pédagogique, comment tu fais du coup pour rendre ça un peu, bon, tu l'as dit, on n'automatise pas tout parce qu'on a besoin aussi, bah voilà, d'avoir des points d'entrée avec nos clients, de pouvoir analyser leurs besoins. Mais comment tu rends cette partie-là un peu automatisée? Alors du coup, il y a un certain nombre de choses qui sont automatisées via l'onboarding. Donc en fait, par exemple, nos clientes, nos apprenantes ont un espace Notion pour elles, Ok, euh, où en fait, tout le début du parcours, où elles vont par exemple prendre leur rendez-vous, elles vont répondre à des questionnaires, elles vont avoir leur plan d'action. Donc c'est vraiment un espace qu'on a fait vraiment sur mesure. Elles ont leur planning, elles ont toutes les infos dont elles ont besoin, ce qui les rend aussi un maximum autonome après sur le suivi. Et c'est là aussi qu'elles ont leurs exercices ok. et que on va corriger directement leurs exercices. Et après, on a une partie, effectivement, elles ont un parcours de formation en ligne à suivre en parallèle avec des vidéos et du contenu pour que justement la partie live et la partie interaction avec nous soient plus personnalisées et Mhm. que justement toute la partie contenu, elle les fait de leur côté et ça les rend aussi plus engagées dans le parcours et plus responsables. Donc ça leur permet de les rendre autonomes. On a aussi une communauté. Ok. Et là, la communauté permet en fait qu'elles échangent aussi un maximum entre elles, qu'elles retrouvent aussi des infos dont elles ont besoin, de communiquer, etc. Et ça marche très très bien. Au début, la communauté était, quand je l'ai créée, était simplement là pour pouvoir faire des feedbacks, répondre aux questions. Mais c'est vrai que c'est devenu une communauté en part entière, une vraie communauté privée. J'ai été d'ailleurs référencée comme community leader à suivre sur l'année 2025 grâce à cette communauté parce que c'est vrai que en fait, c'est très vivant. On fait des animations aussi dedans toutes les semaines. Elles y trouvent aussi des opportunités de mission. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté en dehors de nous. Ok. Et donc le côté un peu automatisé te permet de mettre le focus sur la personnalisation que tu vas apporter à tes clients.
C'est pour ça, c'est résumer. exactement, ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok. Et tu m'as dit la dernière fois que l'expérience prime sur le contenu ou même sur les bénéfices perçus. Pourquoi, selon toi, les formateurs ne vont pas encore assez loin là-dessus? Alors déjà, c'est important de préciser qu'une formation, c'est pas du contenu. Enfin, évidemment, il y a du contenu de formation, mais la manière déjà dont on va concevoir le contenu de formation, bah, tu le sais aussi, ça doit être quelque chose qui est pensé pour la montée en compétences. Donc c'est quelque chose aussi qui est très interactif et qui est fait pour faire travailler les gens. Une des erreurs qu'on peut faire, c'est de concevoir son contenu sans intégrer cette dimension-là, sans intégrer des exercices sans aussi avoir un déroulé pédagogique. Parce que par exemple, si on fait une session d'une heure, bon, ça va, mais 2 heures, 3 heures, etc., il faut vraiment penser à son déroulé pédagogique pour que il n'y ait pas de fatigue, pour qu'on garde du dynamisme, etc. Donc ça, déjà, c'est super important. Et même dans un déroulé, nous, on a des programmes qui durent de 2 à 4 mois. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il y a des décrochages, etc., potentiels. Donc ça, il faut aussi l'anticiper. Donc, je pense que déjà, il faut vraiment prévoir son contenu en termes de déroulé pédagogique, prévoir des moments où pour relancer le parcours, et ça, c'est super important. Et après, au niveau de l'expérience, nous, ce qu'on pense, c'est que effectivement, les gens vont suivre le programme aussi, parce que quand on enseigne à des adultes, il faut savoir que vraiment les récompenses, elles vont être sur aussi les résultats qu'ils vont avoir. Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est vraiment essayer de axer chaque session de formation sur OK, quel résultat tu peux obtenir, comment le mettre en place va te permettre justement d'avoir un impact réel dans ta vie professionnelle. Donc mettre l'accent là-dessus et les encourager un maximum. On a une partie où justement elles peuvent un petit peu célébrer leur victoire et ça je Hmm. sais que c'est très C'est important parce que important, ça. ouais, ça leur permet vraiment de mettre du lien en fait avec ce qu'on va avoir. Donc toujours mettre du lien entre l'impact qu'elles vont avoir. Donc ça c'est une clé. Et aussi avoir une équipe pluridisciplinaire avec différentes forces et différentes, on va dire, spécialités. Ce qui Hmm. leur permet aussi de bénéficier aussi d'une certaine richesse et de toujours en fait dans l'expérience qu'elles vont avoir avec nous, avoir des réponses précises et adaptées par rapport au sujet, parce que dans les thèmes qu'on aborde, il y en a pas mal, hein, les réseaux sociaux, c'est quand même assez large. Donc ça, c'est les deux choses vraiment importantes, je trouve. Hmm. Et après, tout le reste, c'est du care, hein, c'est Ouais. qu'est-ce qu'on organise pour elle aussi, comment on entretient la relation. Mais déjà, avoir conçu ces deux choses-là, c'est déjà un gros point positif. Ok, ça marche. Bah, tu as répondu un peu partiellement à ma prochaine question, parce que je voulais qu'on se place aussi bah, du côté formateur avec l'organisation, la méthode, le suivi. Donc, tu as structuré une méthode autour du programme social média expert. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait dans votre approche? Bon, tu nous as déjà donné certaines pistes, mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment spécifique par rapport à d'autres programmes qui pourraient être similaires sur le marché? Ouais, alors si on parle de Social Media Expert, qui est mon programme phare pour accompagner les community managers qui veulent développer leur activité et se perfectionner, je pense que ce qui est spécifique à ce programme-là, c'est déjà que en fait, il est pensé pour des community managers déjà professionnels, Ok, indépendants. En fait, tous mes concurrents sont vraiment sur le segment de devenir community manager ou se ok, lancer. Et, voilà, je pense que nous, on est vraiment professionnels dans l'approche. Je pense que déjà, c'est une différence. Et après, dans la méthode et dans la manière dont on l'enseigne, du coup, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on fait appel à des intervenants qui sont professionnels, qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup d'expérience. Et dans la manière dont on transmet les choses aussi, on essaie toujours de simplifier un maximum les choses, mais on s'adresse à des personnes qui vont vraiment tout mettre en place, enfin qui vont mettre un maximum de choses en place et qui ont vraiment pour volonté d'avoir un impact dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est les deux choses essentielles. Et après, la méthode, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 3 ans maintenant, donc ok. on a beaucoup amélioré. Je pense on fait beaucoup reposer notre travail sur l'amélioration continue, c'est-à-dire que chaque mois, on analyse tous les questionnaires, les retours, etc. Et on fait des améliorations dans le programme très rapidement Hmm. par rapport à ça. Ok, ok. Voilà.
Ok, ça c'est super important. Et un des plus grands challenges quand on est formateur en ligne, c'est de faire en sorte qu'un maximum de nos élèves aillent jusqu'au bout pour qu'ils aient des résultats. Donc, tu nous as expliqué ce que tu avais mis en place justement pour que les personnes puissent y aller. Mais qu'est-ce que vous avez prévu aussi pour que personne soit laissé sur le bord de la route, tu vois? Tu Ouais. as toujours des personnes qui, bon, à un petit moment, tu le disais, et c'est vrai, nous aussi, on en parle souvent, il y a trois phases en fait quand tu commences une formation. Tu as l'excitation, tu as la traversée du désert. Donc là, il faut être là pour aller repêcher un peu tes apprenants. Et puis après, ben, nous, on a ce qu'on appelle la récolte des fruits où justement, on va pouvoir célébrer les victoires par rapport aux actions qu'on a mis en place. Mais qu'est-ce que tu fais pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route? Alors ça tient beaucoup au dispositif de suivi. Ok, Donc, le dispositif de suivi, c'est qu'en fait, on a des différentes étapes dans le programme et en fait, pour chaque personne, on check en fait notre customer care avec l'équipe, check en fait est-ce que les personnes ont bien fait les différentes étapes. Il y a des choses qui sont automatiques, d'autres pas. Et en fait, pour chaque session live, on fait aussi, enfin, on note qui est là, qui est pas là, etc. Et quand les personnes sont pas là, il y a un mail qui part. ok. Voilà, donc il y a tout un dispositif aussi. Bah, si elles répondent pas au mail, on les appelle, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, on s'assure que surtout au début, il y a un gros focus pour que bah, elles suivent bien les Mm. process onboarding. Il y a un accueil aussi live, vraiment pour tout leur expliquer les différentes étapes, en plus du contenu. Enfin, on fait beaucoup de répétitions en fait sur Mhm. les élèves au début et après sur la partie, enfin sur le en cours, là où il y a effectivement, il peut y avoir des décrochages parce qu'il y a des étapes un peu difficiles. On a effectivement ce dispositif de suivi. Elles ont la possibilité de prendre des points individuels si elles sont perdues, si ça va pas, si elles ont besoin de parler avec quelqu'un de l'équipe, etc. Et il y a autre chose qui marche bien, c'est qu'on a tourné avec l'équipe des vidéos qui s'appellent les bottes secrètes qui sont en fait les sujets sur lesquels elles bloquent hein, à Ok. partir d'un certain moment sur le programme. Donc, par exemple, en tant que community manager, si elles n'arrivent toujours pas à trouver leur cible, ou alors si on leur fait faire des questionnaires en fait pour créer leurs offres. Donc, si elles n'ont pas de réponse à leur questionnaire, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, et ça aide beaucoup. Ok, ouais, donc il y a toujours un système de repêche, quoi qu'il en soit, personne n'est laissé pour compte. C'est chouette, ok, ça roule. Et on en avait parlé, tu fonctionnes aujourd'hui avec un système qui mixe evergreen et promotion récurrente. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors du coup, c'est vrai que nous, on a des sessions qui démarrent très régulièrement. En fait, nous, alors sur Social Media Expert, c'est des sessions de 10 personnes. Donc, Ok, on en a 2 à 3 qui démarrent chaque mois. Sauf avril, là où on n'en a eu qu'une, mais voilà, en général, c'est entre 2 et 3. ok, Et en fait, comment ça fonctionne? Nous, on fait des lancements, on fait des webinaires, etc. Donc, les personnes s'inscrivent, mais aussi des personnes qui nous ont découvert avant, qui vont se préinscrire. Il y a un parcours qui est finançable via le CPF, donc ça demande aussi une préinscription en amont. Et en fait, tout simplement, quand on les a au téléphone pour le rendez-vous découverte, on voit avec elles bah, la session qui correspond le mieux, sachant que pour chaque session, il y a un créneau de mentorat hebdomadaire à suivre, etc. Donc, c'est aussi en fonction du créneau, parce qu'on veut s'assurer qu'ils soient vraiment dispo sur ce créneau-là, qui est hyper important pour qu'on les suive. Donc, ils peuvent choisir, ça leur permet de choisir entre plusieurs créneaux. Et on met aussi en place des groupes qui sont assez homogènes, du coup, en termes de niveau d'avancée. ok. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je sais que souvent, quand j'en parle à d'autres formateurs, ça leur paraît hyper complexe. Compliqué? Mais comme nous, on a mis en place ça dès le début, au final, j'ai juste structuré un modèle que j'avais mis en place dès le début, parce qu'au début, c'était de l'Evergreen. Ok. Mais je voulais vraiment qu'ils aient été faits de promo et que ce soit pas des trop gros groupes. En fait, c'était Hmm. les deux contraintes que j'avais, mais qui sont des contraintes plus pédagogiques en réalité, parce que l'effet promo marche très très bien. Et en même temps, le côté evergreen, c'est vrai que ça permet d'avoir des inscriptions plus fréquentes. Ouais. Donc, du coup, on a vraiment mixé les deux, quoi. Et t'as une grosse équipe qui travaille avec toi, du coup, pour pouvoir gérer on va dire pas ce flux constant, mais pour pouvoir maintenir bah, la qualité de ton accompagnement, malgré le fait que tu Ouais, aies plusieurs promos qui rentrent chaque ouais. mois. Ouais, Comment vous complètement. gérez Bah, ton équipe? c'est ça aussi qui est important de préciser, c'est que pour avoir ce système-là, et en plus, nous, on est certifié le PI, etc. Donc, ça, on Oui, a quand même pas mal d'obligations. Il y a plein de choses qui sont pas automatisables. Euh, En fait, on a effectivement aujourd'hui dans le programme 3 mentors.
Ok. sachant que moi, je mentor quelques élèves les plus avancés. Voilà, sur certains, je fais encore des points individuels avec les plus avancés, parce que ça me plaît. On a donc 3 mentors en plus de moi. On a des intervenants, des formateurs sur des sujets spécifiques, les ads, etc. Donc après, c'est en fonctionnement de nombre d'heures, hein, donc c'est vraiment en Mhm. fonction du volume d'activité. Mais ça permet, et puis on a effectivement Lison qui est mon bras droit, qui est aussi responsable du Customer Care, donc qui s'occupe de tout le suivi des élèves. Et on a dans l'équipe WatchD qui est aussi en Customer Care et qui est aussi notre assistante de formation. Donc ça fait une bonne équipe et voilà, ça permet, tu vois, par exemple, sur la communauté, on a tous les jours, il y a quelqu'un de l'équipe qui va, voilà, regarder les commentaires, répondre, etc. Enjailler un peu les gens aussi à Faire des l'intérieur. retours, voilà. Donc ça nous permet de gérer. Là, tu vois, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où avec ce système-là, voilà, on pourrait là gérer même beaucoup plus d'élèves que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est chouette d'avoir de la marge dans ce sens-là, tu Super. vois. Et Exactement. avec des taux de satisfaction là qui ont vachement augmenté ces derniers mois, parce que bon, là, tu vois, sur le dernier mois, on a 9,8 sur 10 sur enfin, notre toute dernière promo, ce qui est vraiment un score assez dingue. Donc, on est hyper contente. Et c'est ça aussi qu'on monitore aussi tous les mois. Ouais, c'est super important. Bah, bravo en tout cas. Non, merci. Et, et sans équipe, voilà, si vous nous écoutez et que vous aimeriez mettre en place aussi un système comme ça, voilà, il faut savoir qu'on le fait au bout d'un certain temps. C'est parce que aussi tu as pu vérifier que tout ce que tu avais mis en place fonctionnait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire, enfin, scaler, mettre aussi en evergreen et avoir une équipe dédiée pour nous aider. Alors, Emmanuel, tu viens de clôturer un gros sommet qui a rassemblé plus de 2000 community managers. Et bravo à toi déjà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'on avait plusieurs milliers d'inscrits, des super intervenants. On a eu Caroline Mignot, on a eu Manon Rock qui sont vraiment des référents dans notre domaine. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment génial de pouvoir faire intervenir à la fois des personnes comme elle très connues, mais aussi des personnes un peu moins connues parce que j'ai fait Mhm. intervenir aussi mes apprenants. Et déjà, c'était une expérience pour elle géniale. Grosse sortie de zone de confort, évidemment, mais c'était un moyen aussi de valoriser des personnes qui avaient eu un parcours particulièrement inspirant. Et ça a beaucoup plu. Ça a vraiment beaucoup plu. Alors, ça a plu en termes d'intérêt pour le sommet, mais ça a aussi beaucoup plu en termes d'inscription après derrière, parce que c'est vrai qu'on a aussi eu notre record d'inscription à nos programmes. Parce que je pense que les gens ont vu deux choses qui sont importantes. Ils ont vu que le sérieux de ce qu'on faisait Mhm. et le concret aussi. Ils ont vu aussi que c'était possible pour eux d'y arriver et que c'était pas non plus infaisable. Oui. Donc voilà, on pouvait les aider. Ok. Et qu'est-ce que tu observes justement comme évolution dans les attentes des apprenants? Alors aujourd'hui, je pense il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déçues par les formations. Mm. Pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont vu dans la formation un business potentiel, ce qui est bien. Et il y a aussi des personnes qui avaient des nobles intentions, c'est-à-dire qu'elles faisaient pas, c'était un business et ça les intéressait, mais qui n'étaient pas des formateurs. Donc je pense il y a aussi ça, parce que Mm. pour moi, être formateur, c'est vraiment enfin, c'est un vrai métier et je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est pas juste transposer son expertise, c'est un vrai travail. C'est un vrai métier, il faut se former, etc. Donc, moi, je me suis formée Enfin, alors que je venais du milieu de l'enseignement et que Mm. j'étais formée pour ça, je me suis reformée derrière parce que je trouve que c'est important. Et de toujours suivre des formations comme les vôtres, par exemple, pour monter en compétences. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont assez moyennes. Je pense aussi que, par exemple, dans mon domaine, celui du freelancing, ou pour se lancer, pour vivre de son activité, il faut quand même un peu travailler. Et je pense que les gens se sont peut-être pas rendus compte en suivant certaines formations que effectivement il fallait vraiment s'engager. Et voilà, je pense qu'il y a ça. Et c'est vrai que toutes les formations qui responsabilisent pas à 100%, ont pu faire des déçus parce que les personnes se sont dit, je suis le contenu, mais il se Mm. passe rien, alors que c'est pas qu'une sorte de suivi. Donc je pense qu'il y a ça, je pense que je vois cette évolution-là, mais je vois aussi que, et ça c'est vraiment chouette pour nous, que les gens se rendent compte aussi que c'est important de se former, c'est important d'acheter des formations, d'investir. Mm. C'est vrai qu'avant,
Moi, je me souviens quand j'ai démarré, les gens dépendaient beaucoup du CPF, de ce genre de choses. Maintenant, ils ont compris que bah, c'était important d'investir pour des bonnes formations, donc ça, c'est plutôt positif. Yes. Et puis oui, comme tu dis, il faut travailler, il faut s'investir, il faut s'impliquer. Enfin, je veux dire, on n'a rien sans rien. En tout cas, Voilà. je pense pas qu'on vienne de cette génération qui se dit qu'on peut tout avoir facilement en travaillant 1 ou 2 heures par jour. Je pense pas que tu travailles 1 ou 2 heures par jour, Emmanuel. Non, c'est clair. Et bah, après, je pense qu'il y a des choses, effectivement. Et puis après, avec l'expérience, on est beaucoup plus Mm. rapide. Oui. C'est sûr que, bon, bah, moi, je pense que enfin, quelqu'un qui voudrait faire la même chose que moi prendrait sûrement beaucoup plus de temps s'il est moins expérimenté. Et moi, à l'inverse, si je faisais un truc que je connaissais pas. Donc ça, c'est normal. Et nous, on enseigne beaucoup le fait de justement d'itérer, de répéter les choses, se spécialiser pour justement être le meilleur de son domaine. Et ça, je pense que c'est important. Et après, il y a l'investissement au bon endroit aussi, hein. Nous, Mm. c'est ce qu'on enseigne beaucoup dans l'information. Voilà, où est-ce que vous devez mettre votre focus? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Mais c'est sûr que souvent, moi, je me rends compte que dans nos apprenants qui nous rejoignent, ils ont beaucoup de choses à apprendre, mais ils s'en rendent pas compte. Mm. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des prises de conscience à avoir aussi. Et puis, bah, c'est aussi pour ça qu'on est là. Tu disais justement par rapport à cette évolution que les gens aujourd'hui sont aussi ben, plus méfiants parce que c'est vrai que depuis le Covid, on a eu un gros boom de formation. Le marché a explosé. Comme tu dis, il y a aussi des personnes qui se sont, comment dire, mis côté formateur, mais parce qu'ils avaient quelque chose à transmettre sans vraiment être expert. Et c'est aussi ce qui fait malheureusement du mal à notre domaine. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer, toi, dans le monde de la formation en ligne aujourd'hui? En fait, c'est dans le monde de la formation en général, bah, un petit peu comme sur le monde des réseaux sociaux, que ça se structure. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que la structure dans le monde de la formation vient uniquement de ce qui est mis en place par l'État. Donc, Calliope, le CPF, oui, ils font quand même beaucoup de contrôles maintenant. Donc, tout ça met de la structure, mais c'est une structure qui en fait, est une structure voilà, qui est en décalage en fait avec aujourd'hui ce qui se passe dans le monde de la formation. C'est un peu comme s'il y avait deux mondes. Il y avait le monde des cours en ligne, parce qu'on appelle ça aussi des cours en ligne quand ça dépend pas de Calliope. Et le monde de la formation un peu plus classique. Moi, j'essaie vraiment de réconcilier les deux mondes en faisant de la formation classique, la formation qui est finançable, mais en même temps, voilà, qu'il soit structuré. Et en fait, le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi je le vois, qui ont peur, par exemple, je sais pas si tu le rencontres chez tes apprenants, mais de Calliope, ou Oui. de rentrer leurs œuvres sur le CPF, etc., à cause de la structure que ça demande. Mais moi, je voudrais vraiment, en tout cas, vous dire que c'est possible de le faire. Alors, ça demande la rigueur, hein, c'est sûr, mais c'est possible de le faire en faisant des formations qui sont gamifiées, qui sont chouettes. Et c'est au contraire des choses mais ça, on s'en rend pas toujours compte, donc je vous le dis, qui dans les coulisses sont valorisés. Pourquoi? Parce que quand vous avez du coup des autosatisfactions, vous avez des taux d'engagement qui sont importants, vos apprenants ils finissent les formations. Donc pour Calliope, pour la Caisse des dépôts, c'est des bons signaux en fait, hein, du moment où vous respectez les règles après. Ah oui, carrément. Et on a beaucoup de nos clients justement qui font des formations gamifiées, qui sont certifiées et tout se passe Ouais, très bien pour eux, au contraire. ouais, c'est Donc, ça. bah, merci en tout cas pour ces partages. Emmanuel, si tu devais laisser une capsule à un formateur ou une formatrice qui se lance aujourd'hui avec 3 conseils essentiels pour créer une expérience d'apprentissage engageante, qu'est-ce que tu mettrais à l'intérieur? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment essayer d'enchanter tout le début du parcours, parce que c'est vraiment, enfin, la première impression, c'est une impression qui est super importante, surtout en formation. Donc vraiment faire en sorte que l'onboarding soit chouette. Évidemment automatisé si vous avez beaucoup d'élèves, mais avec cette petite touche d'enchantement que vous pouvez dupliquer. Nous, ça se passe par le premier live d'onboarding qu'on organise et qu'on essaie de faire joyeux et que ce soit un bon moment pour elles. Et ensuite, il y a le premier point qu'elles ont avec nous, mais ça, c'est vraiment important. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est effectivement de trouver dans votre formation, bah, savoir en fait quels sont. Mais ça, je sais que c'est pas facile au début, mais en tout cas, avec l'expérience, trouver les moments un peu compliqués, les moments où ça bloque. Et essayer sur ces moments, ces choses un peu compliquées qu'elles ont à faire ou qu'ils ont à faire, comment est-ce que vous pouvez leur proposer des jeux à ce moment-là et mettre toutes les petites séquences gamifiantes, surtout sur les zones un peu compliquées.
La troisième chose, c'est aussi de créer une communauté parce que je trouve que ça permet de créer toute une dynamique autour de la formation et humaine et en même temps, il y a des échanges qui vont se créer entre les apprenants. Même nous, c'est interpromo. Donc ça, c'est hyper riche. Ça nous permet de créer des liens entre eux et d'avoir tous nos élèves rassemblés. Ça crée une unité. Et après, c'est des gens voilà, qui vont être vraiment à fond et revenir tous les jours. Et c'est ça qu'on veut, quoi. Et ouais, ça permet aussi de trouver un compagnon de route. Alors, en tout cas, nous, c'est ce Ouais. on incite beaucoup à faire dans nos formations aussi, de trouver son binôme ou trinôme, de travailler ensemble, et puis d'avoir quelqu'un avec qui on peut se soutenir dans les moments difficiles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En tout cas, c'est important de créer ce lien entre ces apprenants. Enfin, si tu devais donner une mission simple à ceux qui nous écoutent pour améliorer leur formation ou leur parcours client dès cette semaine, une mission simple, ce serait quoi? Alors, une mission simple. Alors, si vous ne l'avez pas encore en place, mais c'est de récolter du feedback sur vos formations. Donc, nous, on récolte du feedback à différents moments. On récolte du feedback. On a des questionnaires. Donc, au bout de 2 mois, on a un questionnaire sur le programme de 4 mois et aussi à la fin sur la formation de 2 mois, c'est au bout d'1 mois, etc. Donc, du coup, ça nous permet d'ajuster aussi en individuel si on voit qu'il y a un souci, etc. Et ça nous permet d'ajuster sur tout le parcours de formation. Dans la récolte du feedback, vous ne pourrez pas tout mettre en place. Donc, essayez de repérer ces choses qui reviennent et voir comment résoudre le problème de manière structurelle. C'est comme ça que vous allez augmenter la satisfaction client. Je pense que c'est vraiment clé, même si évidemment faire attention parce que parfois vous aurez des feedbacks qui ne seront pas vraiment des choses qu'il faudrait mettre en place. Donc, faut toujours faire un petit peu de tri. Mais regardez en fait dans le feedback ce qui peut bloquer hein, pour réaliser la formation jusqu'au bout. Yes. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Emmanuel Patry. N'hésitez pas à me faire un petit message si vous m'avez écouté sur ce podcast. Ça me fait toujours super plaisir de lire ça. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, le Social Media Lab, donc, qui est notre compte principal. Ok, super. Et les prochains événements, c'est quoi alors, du coup, si des personnes sont intéressées de rejoindre tes challenges, les prochains lancements, c'est quoi? Alors du coup, on organise très régulièrement, tous les mois, des ateliers. Donc là, sur les prochains mois, c'est le thème Secret de Community Manager. Donc vraiment rentrer dans les coulisses d'une activité de CM qui marche bien et on décrypte tout, on fait plein d'études de cas, etc. pour à la fois donner des conseils et en même temps, si vous verrez aussi la manière dont on travaille, notre méthode pédagogique. On a aussi une newsletter, donc n'hésitez pas aussi à la rejoindre. Et on a lancé aussi également un programme plus débutant pour se lancer dans le community management, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que community manager. Notamment si on vend de la formation, ça peut être intéressant de se développer sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ok, bah, les amis, que vous soyez débutants ou experts confirmés, Emmanuel et son équipe sont à votre disposition. Bien sûr, vous pourrez retrouver tous les liens en dessous de cet épisode de podcast. Emmanuel, merci en tout cas pour ton énergie, ton engagement, ta vision de la transmission. On a beaucoup aimé explorer les coulisses de Social Media Lab, parler de care, de structure, de gamification, mais surtout de ce qui fait vraiment la différence, l'expérience vécue. Un grand merci pour tout. Avec plaisir. Et puis, Avec plaisir. Merci beaucoup. avec grand plaisir, merci et merci pour votre écoute. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.